Sa voix prodigieuse lui a offert la célébrité dont elle rêvait, mais la célébrité aura peut-être été sa plus mauvaise rencontre. C'est ici, à Londres, qu'est née une chanteuse de génie, un petit bout de femme aux allures de Betty Boop. Une diva soul au succès planétaire, mais au talent trop lourd à porter. Drogue, alcool, ces démons l'ont finalement tuée. Cette femme, c'est évidemment Amy Winehouse. Et le Grammy est décerné à Amy Winehouse. Elle a causé sa propre perte, elle était très autodestructrice. Quelque part, au fond de moi, je me sens toujours coupable de l'avoir laissée seule face à ses problèmes. Vous savez, quand on devient aussi célèbre et si vite, ça peut devenir un cocktail mortel. C'était une petite peste. Elle avait besoin qu'on l'assouplisse un peu, mais dès qu'elle chantait, elle était époustouflante. C'est lorsqu'elle est devenue vraiment célèbre que tout à coup, on a commencé à s'inquiéter du comportement d'Amy. La vraie raison de sa disparition, c'est l'amour. Elle est morte par amour pour un mec. Quand elle monte sur scène à Belgrade le 18 juin 2011, Amy Winehouse n'a plus que quelques semaines à vivre. La jeune fille du nord de Londres, devenue une star planétaire, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Après 3 ans de cure de désintoxication et de rechute, elle tente de relancer une nouvelle fois sa carrière. 20 000 fans se sont réunis pour l'occasion. Ils espèrent le grand retour de leur idole. Au pied de la scène, un spectateur filme avec son téléphone portable. Amy Winehouse est chancelante. Elle ne tient pas debout. Elle est ivre. C'est le plus mauvais concert de sa carrière. Incapable d'assurer sa prestation, la chanteuse va pourtant rester sur scène 70 longues minutes. Amy Winehouse interprète son grand succès, Back to Black. Malgré le soutien de son public, elle bredouille ses propres mots. Une chanson qu'elle a écrite pour l'homme de sa vie, celui qu'elle aime et qui l'a quitté. Blake Fielder Civil. La jeune femme est en larmes. Sa voix n'est plus qu'un cri de douleur. Malgré tous ses efforts, elle n'arrivera pas à terminer sa chanson. Des centaines de spectateurs partent avant la fin du concert. C'est la dernière fois qu'Amy Winehouse chante devant son public. Ces images vont faire le tour du monde. Lorsqu'Alex Foden les découvre, il est horrifié. L'ancien coiffeur attitré de la star a plongé dans la drogue avec elle pendant 2 ans, mais il s'en est sorti. Ce concert lui a glacé le sang. C'était le grand lancement d'une nouvelle Amy Winehouse qui ne se droguait plus. Et elle allait vraiment mieux, mais je pense qu'elle n'a pas pu supporter toute cette pression. C'est la première fois que je me suis adressé à elle publiquement. J'ai envoyé un message sur un réseau social parce que les seules fois où elle semblait nous entendre, c'est quand on s'exprimait publiquement. Alors je lui ai dit, j'ai été sur la tombe de ma grand-mère aujourd'hui et je te le dis, si tu ne t'arrêtes pas immédiatement, dans 8 ou 9 semaines, ce sera toi, Amy. Et je pense que 7 semaines plus tard, environ, elle est morte.
Alex Foden avait vu juste. Noyé dans l'alcool, le cœur épuisé de la star s'est arrêté de battre à l'âge de 27 ans. Amy Winehouse s'est éteinte ici, seule, à son domicile londonien. C'était le 23 juillet 2011, la mort d'une étoile naissante qui émerveillait la planète de sa voix d'or. Malgré ses 15 millions d'albums vendus de par le monde et l'admiration unanime qu'elle suscitait, Amy traînait derrière elle un chagrin inconsolable, un désespoir qu'elle aimait chanter, mais auquel elle aura finalement succombé. Un an après sa disparition, nous avons voulu comprendre pourquoi. Pourquoi cette chanteuse si douée avait-elle autant de mal à supporter la vie? Quelles étaient donc ses blessures qui l'inspiraient autant qu'elle la détruisait? 8 ans auparavant, rien ne laissait présager d'un destin si tragique. La jeune artiste encore inconnue est resplendissante. Elle passe une audition chez Island Records. La maison de disques qui a produit Bob Marley et U2 cherche une nouvelle recrue. Amy Winehouse a 19 ans et une voix de diva. Sa spontanéité et son interprétation émerveillent les dirigeants du label. Il décide de produire son premier album. Neil McCormick est l'un des critiques rock les plus influents d'Angleterre. C'est dans un endroit improbable qu'il découvre Amy Winehouse. Elle est encore inconnue du grand public, mais déjà une star dans sa famille. Il se souvient d'une jeune fille très joyeuse, aux antipodes de la diva trash qui l'a suivie jusqu'à la fin. La première fois que je l'ai vue, j'avais entendu dire qu'elle était talentueuse. On disait qu'elle avait signé un contrat. J'ai été la voir dans une pizzeria, enfin un petit club de jazz dans une pizzeria, rien de très glamour. Donc je suis allé la voir un soir. J'ai rencontré toute sa famille. Tout le monde était là. Mitch, son père, est monté sur scène avec elle. Enfin, je dis monter sur scène, mais il n'y avait pas vraiment de scène. Elle jouait dans un petit coin de la pizzeria. Je l'ai trouvée très bonne. Elle a surtout chanté des reprises de jazz et quelques-unes de ses chansons. On avait l'impression qu'elle vivait ses chansons. Elle ne chantait pas simplement un couplet, mais tout ce qu'elle ressentait, tout ce qui lui passait par la tête. Il y avait beaucoup d'agitation autour d'elle. Elle n'avait que 19 ans. Elle était vraiment douée. Le parcours fulgurant d'Amy Winehouse, de ses premiers pas dans la musique à sa disparition prématurée, commence à Southgate. C'est d'abord l'histoire d'une petite fille rebelle qui s'ennuie dans sa banlieue triste au nord de Londres. Pour s'évader, elle fait de la musique. Une passion qu'elle partage avec Juliette, sa meilleure amie depuis la maternelle. Ensemble, elles rêvent de gloire et fondent même un groupe, Sweet and Sour. Les deux gamines s'inspirent du trio de rappeuses noires américaines Salt and Pepper, des filles libérées qui parlent cru. Les années ont passé. Les deux amies sont restées soudées jusqu'au bout. Juliette Ashby est devenue chanteuse elle aussi. Elle travaille sur la maquette de son prochain album avec son beau-père et producteur, Alan Glass. C'est dans ce studio amateur qu'il y a 20 ans, Alan a enregistré les débuts des deux petites chanteuses.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Juliette, cet album Sweet and Sour que vous avez enregistré ici avec Alan et Amy? On aimait toutes les deux Salt and Pepper. On connaissait leur album par cœur. On se prenait pour elles. Mais vous n'aviez que 9 ans. Exactement. Nous n'étions que deux petites gamines anglaises. Racontez-moi, l'une écrivait et vous chantiez toutes les deux? Ou comment ça se passait? On écrivait et on chantait ensemble. Elle écrivait une ligne, j'en écrivais une autre. On était comme un couple marié depuis la maternelle. Amy, c'était la rappeuse du groupe. Elle prenait cet air un peu dur, elle avait cette petite attitude. C'était vraiment mignon à cet âge-là. Cette petite gamine de Southgate qui se prenait pour une rappeuse. J'ai essayé de leur transmettre un maximum de choses à chaque occasion, les aider à se concentrer en studio parce que, vous savez, dès qu'elles étaient ensemble, elles papotaient, elles jouaient, elles riaient tout le temps. Alors je leur disais, allez les filles, on y va, je vais vous enregistrer. Mais à chaque fois que j'appuyais sur le bouton d'enregistrement, elles étaient au rendez-vous. On savait toutes les deux ce qu'on voulait faire, dès le premier jour. Il y a des millions d'autres métiers qui nous tentaient. Mais que voulez-vous? La passion, c'est la passion. Il faut dire qu'Amy Winehouse a de qui tenir. Son père Mitchell est un fan des crooners américains. À la maison, tout le monde écoute les grands standards du jazz. Cynthia, la grand-mère mélomane, leur a transmis sa passion. Au volant de son taxi londonien, Mitch, le père, a toujours rêvé d'être crooner. C'est sur ses genoux qu'Amy apprend à chanter. Je suis pas un chanteur comme Amy, mais j'adore chanter. On chantait tout le temps. Je commençais une chanson et je la laissais chanter après moi, chacun son tour. Et puis elle chantait la suite. Vous voyez ce genre de choses? C'était très mignon. Encouragée par son père, Amy devient la star de la famille. La petite fille veut devenir chanteuse. Ses parents l'inscrivent dans l'école d'art dramatique la plus réputée de Londres, la Sylvia Young Theatre School. L'école forme de futurs professionnels au métier du spectacle. En dehors du chant, Amy va devoir apprendre les claquettes, la danse, le théâtre, mais aussi les matières classiques, comme tous les enfants de son âge. L'inscription coûte 10 000 € par an, une somme trop importante pour la famille Winehouse. Sylvia Young, la fondatrice de l'école, a auditionné la jeune Amy. Elle avait demandé une bourse qu'elle a obtenue d'ailleurs. Elle était merveilleuse. Elle était un petit peu timide au début. Et quand elle s'est mise à chanter, elle nous a stupéfaits. Elle était vraiment excellente. Elle a chanté un vieux standard de jazz. Et je me suis dit que c'était la nouvelle Judy Garland, peut-être une jeune Ella Fitzgerald. J'ai pensé qu'elle était vraiment très talentueuse pour son âge, merveilleuse. Amy est une très bonne élève. Elle saute même une classe. Mais la petite rappeuse de Southgate ne supporte pas le carcan de l'école. Elle ne peut pas s'empêcher de le faire savoir et se rebelle. Le professeur principal se plaignait de son attitude en cours, dans les matières classiques. Il a dit à sa mère qu'elle ne réussirait pas ses examens de fin d'année, ce qui était totalement faux, puisqu'elle aurait pu réussir ses examens sans même s'y préparer. Elle était tellement intelligente. Mais bon, sa mère a pris le professeur au mot, et elle a décidé de l'inscrire dans une autre école. Et moi j'ai demandé au professeur principal de partir lui aussi, parce que j'étais très en colère après lui. Il avait fait ça dans mon dos, il n'avait pas été très honnête avec ses parents.
Rien n'arrête la jeune Amy. Elle va tout faire pour devenir chanteuse. Elle poursuit sa formation à la Brit School et rejoint l'Orchestre national de jazz. Son caractère indomptable la pousse toujours plus loin. Elle veut se confronter seule au public. Elle va tenter sa chance dans les bars de Soho. Tous les chanteurs britanniques viennent faire leurs armes à Soho, le quartier de la musique live, à Londres. Un soir, alors qu'elle n'a que 16 ans, Amy pousse la porte d'un petit club, le Jazz After Dark. Sam Shaker, le patron du bar, est déconcerté par l'assurance de cette gamine. Elle m'a demandé, je peux entrer? Je lui ai dit oui, c'est 3 livres. Elle m'a répondu, j'ai pas d'argent. Je lui ai dit ok, tu peux me payer demain. Elle est entrée, elle s'est assise ici. Et au bout de 10 minutes, elle me dit, est-ce que je peux chanter avec le groupe? Si tu peux chanter avec eux. Elle me répond oui, je fais ça pour vivre. Évidemment, je ne l'ai pas prise au sérieux. Elle s'est mise à chanter et c'était incroyable. Elle était bien meilleure que la fille que j'avais engagée ce soir-là. Elle s'est mise à chanter. De plus en plus de clients venaient l'écouter. On ne pouvait plus l'arrêter. Amy la rebelle devient une habituée de chez Sam. Elle y donne régulièrement des concerts. Sam devient son deuxième papa, son protecteur. La jeune fille chante du reggae, du jazz, du blues. Elle s'essaie à tous les styles. Amy a 18 ans et des rêves plein la tête. Elle quitte sa famille pour s'installer avec Juliette, sa meilleure amie. C'est la vie de bohème. Amy est imprévisible. On a toujours dit que c'était les 2 meilleures années de notre vie. On était jeunes, on était les meilleurs amis du monde, dans notre propre appartement. On écoutait tout le temps de la musique, où on chantait, où elle jouait de la guitare. Elle était très désordonnée. Et moi, j'étais très maniaque. Mais parfois, à 3 heures du matin, moi, je dormais à moitié. Et tout à coup, elle décidait de ranger tout l'appart. Et elle cuisinait aussi. Mais elle aimait cuisiner à 3 heures du matin. À l'époque de leur colocation, Amy n'est pas encore connue, mais elle prépare son premier album. La voici filmée par un chauffeur de taxi. Il vient de s'acheter une caméra et s'amuse à enregistrer sa cliente. Amy est rayonnante. Elle répond spontanément aux questions du chauffeur. C'est sa première interview. My name is Amy. Amy who? Amy Winehouse. You're going to be a top singer, yeah? I don't know. You sung today? I didn't sing it today, but... That you wrote today? I think it's called We Both Know. We both know? OK, I look forward to hearing it. So, Amy, you bought a nice guitar today, yeah? Let's have a look. Oh, yes. Is that your first guitar? No, it's my third guitar. Third guitar. You're going to be strumming away tonight? Tonight, yes. I've got to finish the song. OK. Amy, been very nice to have you as my customer. What's your name? Russ. Russ. All right, nice to meet you. Thanks for the tip. Here's your receipt. And my tip to you is stay cool, because you're very cool. Thank you. Cheers, bye-bye. Entre 2 séances de travail, Amy fréquente le club de Patrick Allan. Cet Américain de 40 ans, établi à Londres, organise des concerts entre célébrités et jeunes talents. Amy vient s'y montrer le plus souvent possible. Elle veut se faire un nom. Elle venait tous les lundis avec ses copines pour s'amuser, pour danser. On dansait beaucoup. Il y avait des DJ, des concerts live, puis encore des DJ.
Il y avait pas mal de célébrités qui animaient les soirées avec moi. Et Amy venait chanter avec nous. Elle chantait toujours des reprises. Et ce qui était génial avec elle, c'est qu'elle était très fidèle à elle-même, déjà à cette époque. Je pense que c'est pour ça qu'elle a connu un tel succès, qu'elle a eu un tel impact. Quand on chantait Ain't Nobody de Chaka Khan, nous, on chantait comme ça. Mais elle, c'était plutôt... Elle ajoutait cette petite touche jazzy, vous savez. C'était son style à elle. Et nous, on était là, waouh, quelle interprétation. Elle était plutôt anticonformiste et elle aimait faire la fête, s'amuser. Elle avait toujours le sourire. Et mes DJ disaient toujours « Wow, cette Amy Winehouse, elle est vraiment dans son élément. » Et quand son album est sorti, c'était l'album Frank, je me souviens, il y avait des affiches partout. Et je me suis dit « Wow, elle devient vraiment quelqu'un. » Amy a 20 ans. Son destin est en marche. L'Angleterre découvre une jeune femme espiègle et sexy, bien loin de la diva trash qu'elle deviendra des années plus tard. L'album s'appelle Frank, en hommage à Sinatra, l'idole de son père. Sa musique s'inspire du jazz et du hip-hop de son enfance. Ses chansons racontent ses amours adolescentes avec les mots de la rue. Ce disque lui ressemble. Il reflète ses goûts et sa personnalité. Amy espère que le public va l'adopter. À cette période, je sais qu'elle était épanouie. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Elle se sentait bien, elle était belle. Elle avait sa famille, ses amis autour d'elle. Elle se sentait vraiment bien. Elle était très excitée par tout ça. Je me souviens un soir, on était en voiture avec ma sœur et Amy nous dit « J'ai mon album, on l'écoute ?» Alors on l'a mis et un type a frappé à la fenêtre. Et Amy disait « C'est moi, c'est mon album !» Elle était tellement fière d'elle. Et nous aussi d'ailleurs. J'adore ce premier album. C'est la Amy que j'aime. L'Angleterre s'emballe pour ce petit bout de femme d'1,57 m. Avec son large sourire et ses formes généreuses, elle devient la coqueluche des médias. Son album Frank est un succès. La petite banlieusarde qui chantait dans les bars goûte pour la première fois au plaisir de la célébrité. Amy Winehouse signe ses premiers autographes. Elle concourt pour le Mercury Prize, une compétition qui récompense le meilleur album de l'année. Prizes, you know, such esteemed things, you know. So, I mean, you go, obviously you're performing in there. How do you feel performing in front of the judges who, at the end of the evening? I feel cool, you know what? I mean, that's where I'm in my element, you know. I'm much more comfortable singing than talking. And I come through when I'm singing more than when I'm talking. And, you know, I could talk for 3 hours and not say the same thing as I could in 3 seconds on a track. So, I'm really privileged that they asked me to perform because I know it's not every nominee gets to perform. I'm really a lucky girl. Well, have a wonderful time inside and I'm sure the performance will go. Thank you, darling. Have a good night. Amy Winehouse ne reçoit aucun prix ce jour-là, mais elle séduit tout le monde. Pendant 2 ans pourtant, elle va délaisser la musique. Année de l'envol pour Amy Winehouse. Son premier album est sur la route du succès. Elle a 20 ans et c'est maintenant pour elle le moment de quitter sa banlieue natale. Elle choisit de s'installer ici, à Camden, le quartier londonien de tous les excès ou bien des tentations la guettent. Camden, c'est le quartier de toutes les excentricités. Un marché aux puces géant où se côtoient les touristes en goguette et les jeunes branchés.
Le soir venu, Amy Winehouse y retrouve tous les fêtards de la ville. Loin de sa famille et de ses repères, elle s'abandonne dans une nuit sans fin. Amy est une ladette. C'est le surnom de ces filles de Londres qui font la fête sans vergogne. Pour Neil McCormick, le critique rock qui a découvert la chanteuse dans une pizzeria, Amy Winehouse incarne cette génération. Des jeunes femmes qui boivent beaucoup et multiplient les conquêtes sans lendemain. Un état d'esprit qu'Amy Winehouse affirme jusque dans ses chansons. Ces chansons parlaient avec ce petit côté intime, un peu garce, très fille de Londres. Des choses de la vraie vie, avec beaucoup de répartie. Je pense que ce ton très libre, très personnel qu'on retrouve dans les chansons d'Amy, on pourrait dire que c'est du féminisme, ou tout simplement que c'est la norme pour une jeune fille du XXIe siècle. Vous savez, au début des années 90 est apparue ici la culture des ladettes. Il ne s'agit même plus de revendiquer l'égalité avec les hommes, mais de dire on est les mêmes. On peut boire, on peut faire l'amour, on peut tout faire comme vous. La chanteuse devient une figure emblématique des nuits de Camden. Elle est plus souvent accoudée à un bar qu'à composer de nouvelles chansons. En secret, Amy la rebelle cherche le grand amour. Elle rêve de vivre une passion. Une rencontre va bouleverser sa vie. I didn't have anything to write about, you know. Like no one wants to really, no one wants to listen to a second album about promoting the first one. That's what I was doing, so that's it really. I just didn't have anything to write about. After a year and a half, I think I fell in love. And got my heart broken, and then wrote about it. L'homme qui va inspirer Amy Winehouse s'appelle Blake Fielder Civil. Avec lui, la jeune femme va vivre sa grande histoire d'amour. Une relation passionnelle qui va lui inspirer son deuxième album et faire d'elle une star planétaire. Blake est l'homme de sa vie, c'est aussi celui qui causera sa perte. Lorsqu'elle le rencontre dans ce bar, Amy tombe immédiatement sous le charme de ce mauvais garçon. Il se dit assistant vidéo, travaille peu et se drogue beaucoup. Les deux amants flirtent pendant quelques mois, mais le cœur de Blake est déjà pris par une autre. Abandonnée à son chagrin, Amy Winehouse ne supporte pas d'avoir perdu l'homme de sa vie. Elle, qui n'a rien écrit depuis 2 ans, va reprendre la plume et composer sa plus belle chanson d'amour, Back to Black. L'inspiration lui vient alors qu'elle noie son désespoir dans le bar de son ami Sam Shaker. Bonjour Sam, merci de nous accueillir dans votre bar. Je vous suis. C'est dans une petite alcôve au fond de ce club qu'Amy Winehouse écrit en un quart d'heure la chanson qui va changer le cours de sa carrière. Je me souviens, elle était très perturbée ce jour-là. Elle allait sans cesse aux toilettes, elle buvait. Et tout à coup, elle m'a dit « Sam, donne-moi une feuille ». Je lui ai donné une feuille de papier et je l'ai laissée tranquille un moment. Et puis je suis revenu pour voir si elle ne manquait de rien. Elle m'a dit « Je suis en train d'écrire quelque chose ». Et vous ne saviez pas ce que c'était? Non, j'en savais rien. Et quelques jours plus tard, elle m'en a parlé. Elle m'a remercié de l'avoir laissé écrire ici. Elle m'a dit « Sam, j'ai écrit une belle chanson chez toi. J'espère que tu vas l'aimer. » Je lui ai demandé comment tu vas l'appeler. Elle m'a dit « Je crois que cette petite pièce obscure m'a donné une idée. Je vais l'appeler Back to Black, Retour aux ténèbres. » Quelques semaines plus tard, la chanteuse entre en studio. Sur ces images filmées à l'époque, Amy Winehouse apparaît tourmentée. Le visage émacié, elle chante la douleur d'avoir perdu l'homme qu'elle aime. Elle pense qu'elle n'y survivra pas.
Cette rupture ravive une vieille blessure d'enfance. Amy a 9 ans quand son père quitte le foyer familial pour s'installer avec sa maîtresse. Mitch entretient une relation extra-conjugale depuis la naissance de sa fille. Amy va vivre le départ de son père comme un abandon. Elle gardera toute sa vie les séquelles de cette déchirure. Son histoire familiale était plutôt chaotique. Amy vivait la plupart du temps chez sa grand-mère. Mais vous savez, c'est pas facile de grandir sans l'affection de ses parents. C'est pour ça qu'Amy s'est mis dans la tête que les hommes n'étaient pas dignes de confiance. La petite fille de 9 ans ne comprend pas pourquoi son père est parti. Elle pense qu'il ne l'aime pas. En secret, elle commence à se scarifier pour exprimer sa détresse. Ces cicatrices resteront gravées sur sa peau. Amy Winehouse n'a pas confiance en elle. Elle se sent fragile. Son ami Sam Shaker a pris l'habitude de peindre les célébrités qui fréquentent son bar, comme Pete Doherty. Mais il a eu beaucoup de mal à convaincre la chanteuse de poser pour lui. J'ai dû lui demander moi-même. Amy, laisse-moi te peindre. Elle me disait toujours, non, 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 je suis pas belle comme Kate Moss. Non, c'est faux. Laisse-moi faire, tu es belle. Pour moi, tu es belle. Tu as quelque chose que Kate Moss n'a pas, le talent. Alors, je me suis appliqué. J'ai travaillé jour et nuit pour faire ses portraits, tous les jours. Je les ai exposés ici, mais je lui ai rien dit. Et quand elle est venue, elle a regardé les peintures et elle a dit « Sam, c'est toi qui as fait ça ?» Elle m'a demandé quelques corrections, sur les yeux notamment. Elle n'en revenait pas. Persuadée que Blake l'a quittée parce qu'elle n'était pas assez belle, Amy Winehouse va transformer son apparence. Les blessures qu'elle avait jusque-là cachées au grand public vont devenir sa marque de fabrique. En préparant son deuxième album, la chanteuse opte pour un look glamour et rebelle à la fois. Elle se fait tatouer et se fait refaire la poitrine. Mais ce n'est pas suffisant. Elle veut qu'on la remarque immédiatement. Un jeune homme de son âge va l'aider à construire cette nouvelle image. Alex Foden est coiffeur. Ensemble, ils vont inventer la fameuse choucroute qui deviendra l'emblème de la chanteuse. Amy et Alex vont devenir inséparables. Elle avait développé cette idée de choucroute elle-même, mais ça ressemblait plutôt à un nid, pas vraiment une choucroute. C'était vraiment marrant à faire. Tout le monde était envieux et voulait mon job, mais bon, c'était pas toujours facile. Son style était basé sur celui des années 60, avec le maquillage, la coiffure, mais toujours à sa façon. Moi, je lui faisais de jolis brushings, de jolies boucles, mais dès que j'avais le dos tourné, elle défaisait le brushing, elle ébouriffait sa coiffure. Elle aimait se démarquer, tout autant que se cacher d'ailleurs, mais elle adorait qu'on la remarque. À 23 ans, la nouvelle Amy Winehouse apparaît sous les projecteurs. Son album Back to Black sort en octobre 2006. Le succès est fulgurant. En quelques mois, la starlette du premier album est érigée au rang de diva de la soul par les Anglais. À chaque concert, la salle est comble. Et pour la critique, Amy Winehouse est la révélation des années 2000.
La chanteuse réalise ses rêves de gloire. Mais elle traîne toujours son chagrin d'amour. Chaque soir, en quittant la scène, Amy n'espère qu'une seule chose, retrouver Blake, l'homme qui lui a brisé le cœur. Ils n'étaient plus ensemble à l'époque. Et juste au moment où Back to Black commençait à vraiment décoller, Blake a réapparu dans sa vie. Elle avait écrit tout cet album pour le reconquérir, et ça a fonctionné. Mais c'était pour le pire, ça l'a mené à l'une des périodes les plus sombres de sa vie avec la drogue et tout le reste. Amy Winehouse affiche son bonheur devant les caméras. Elle a réussi à reconquérir l'homme de sa vie. Elle ne va plus le lâcher. Un mois après leur retrouvaille, Blake et Amy se marient. Alors que son disque fait le tour de la planète, dans l'intimité, le rêve vire au cauchemar. Blake est toxicomane. Il va entraîner sa douce dans une spirale infernale. Voici la seule interview filmée qu'il est accordée. C'était en 2009, 2 ans après leur mariage. Blake est alors en cure de désintoxication. La première fois qu'elle a pris... On était dans un hôtel à l'est de Londres. On s'est retrouvés pour une petite nuit de folie. On a bu une bouteille de champagne rosé, on a pris un bain. J'avais quelques cailloux et quelques grammes sur moi pour ma consommation personnelle. J'ai fumé et elle m'a demandé « Est-ce que je peux essayer ?» J'ai dit oui, bien sûr. Franchement, j'étais complètement défoncé. Je peux pas vous dire ce qu'elle a ressenti. Probablement la même chose que moi. Elle a eu l'air d'aimer ça. À partir de ce jour, Amy plonge avec Blake. La drogue devient leur quotidien, le ciment de leur couple. Alex Foden est témoin de cette passion destructrice. Il a vu l'influence que Blake a exercée sur la star. Je me souviens de Blake qui disait qu'ils ne pourraient jamais être ensemble, puisqu'Amy ne se droguait pas. Et je pense qu'elle a toujours eu cette phrase en tête, et c'est probablement pour ça qu'elle a voulu essayer. Elle l'aimait, vous savez. Elle était complètement folle de lui. On disait toujours qu'elle voulait être lui. Elle l'avait dans la peau, c'était une obsession. Une véritable obsession. Un amour dangereux. Amy Winehouse s'accroche à son homme, quitte à se détruire. Peu à peu, cette obsession dévorante va prendre le pas sur sa carrière. Il faudra plusieurs mois avant que sa dépendance à la drogue n'apparaisse au grand jour. La chanteuse est accro et personne ne veut le voir. Ses addictions étaient pourtant connues du grand public. Amy Winehouse l'avait même revendiquée en chanson. Dans son tube Rehab, elle clame comme un défi son refus de suivre une cure de désintoxication. À l'époque, personne ne prend la mesure du mal qu'elle s'inflige. Neil McCormick, le critique rock qui connaît la star depuis ses débuts, n'entend lui-même qu'une simple plaisanterie. Quand Rehab est sorti, ça a été un grand moment. Le début d'un grand changement. On avait toujours cette image d'elle, celle d'une petite londonienne rigolote. Donc quand elle chantait « Je ne veux pas aller en désintox », c'est devenu un tube dès sa sortie. Nous, on chantait avec elle « Non, non, non ». On ne la prenait pas au sérieux, c'était comme une satire. Vous savez, il y a une culture de l'alcool dans ce pays. Ça sonnait comme une célébration de cette culture. Rien ne laissait présager à ce moment-là qu'elle avait vraiment besoin de se faire soigner.
Je connais son entourage professionnel et franchement, personne n'exprimait d'inquiétude à l'époque. C'est donc déjà dépendante qu'Amy Winehouse débute sa tournée en Europe et aux États-Unis. D'un concert à l'autre, elle accumule les retards, écourte ses prestations quand elle ne les annule pas, tout simplement. Son mari Blake est constamment à ses côtés. Il devient son dealer attitré et les incidents se multiplient. Je me souviens quand on est allé en Norvège, un vrai trou paumé ce pays. On était à Bergen. J'avais un tout petit bout de sur moi. Je l'ai fumé et la conne de la réception a appelé les flics. On a passé la nuit au poste, mais les flics n'ont pas trouvé ce que j'avais caché. Je les ai bien eus. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est un peu d'herbe. Ça n'avait rien à voir avec moi, moi je déteste l'herbe. Donc on a passé la nuit en cellule et quand on est sorti, on a fini le qu'il me restait. À ce moment-là, son père est venu la voir. Notre arrestation avait fait beaucoup de bruit dans les journaux, beaucoup de bruit pour rien. On avait tout fini et j'ai dû aller à Oslo pour acheter de la drogue. C'est la première fois que j'en ai acheté à l'étranger, mais après je l'ai fait pendant toute la tournée. À Paris, Amsterdam, Oslo, Bruxelles, en Italie, j'en ai trouvé beaucoup. Le matin, je me levais, je tenais à peine debout. Je laissais Amy au lit et moi je sortais pour acheter de la drogue. Ça me prenait environ 5-6 heures. J'ai pris l'habitude de le faire à l'étranger. Ça peut paraître dingue, mais c'était devenu mon job, ma contribution dans notre couple parce que moi, financièrement, je ne pouvais pas suivre. À l'époque, Valéry Zetoun est le directeur du label qui distribue Amy Winehouse en France. Il est chargé d'organiser son tout premier concert à Paris, mais les frasques de la chanteuse lui créent bien des angoisses. À cette époque-là, quand on démarre la promo en France, d'abord, on n'est pas sûr qu'elle prenne l'avion. Et quand elle est là, on n'est pas sûr qu'elle monte sur scène. Et je me souviens qu'avant cette soirée-là, on avait fait une promo. Et il y a 6 journaux qui veulent la couve avec Amy Winehouse. J'ai eu le rédac-chef de Technicart, Benoît Sabatier. Et Benoît me dit, Valéry, déconne pas, putain, donne-moi au moins 5 minutes d'interview, je te fais la couve. J'ai dit, mais Benoît, que ce soit 5, 10, 15, 20... elle ne fait pas d'interview. Et de toute façon, elle n'est pas capable de le faire. Et elle ne le fera pas. Et il me dit, mais ça veut dire quoi, pas être capable de le faire? Je lui dis, bah écoute, viens sur le plateau et tu verras. Et il est venu, il l'a croisé. Et il a compris que ça ne servait à rien. Pour ce tout premier concert à Paris, Amy Winehouse apparaît un verre à la main. En l'espace de 6 mois, elle a perdu beaucoup de poids. Son corps montre les premiers signes de sa dépendance. Valéry Zetoun est inquiet, mais dès les premières notes, sa nouvelle recrue le rassure. Sur scène, Amy Winehouse redevient l'immense chanteuse que tout le monde veut voir. Ce premier concert parisien est un succès. Ce soir-là, les Français tombent à leur tour amoureux de la diva soul. À l'époque, rares sont les journalistes qui sont autorisés à l'approcher. Pierre Ciankowski a eu la chance d'obtenir une interview avec la chanteuse. Alors qu'il s'apprête à la rencontrer, il ne sait pas vraiment ce qui l'attend. Amy Winehouse, toujours imprévisible, va lui parler de tout, sauf de musique. La première fois que vous avez rencontré Amy Winehouse, c'était quand? Son album était sorti déjà depuis plus d'1 an et ça a été assez simple. Je me souviens qu'elle mangeait son burger et qu'entre les questions, elle rotait un petit peu. On avait ce côté justement très british, côté un petit peu fish and chips. Un peu désinvolte aussi? Un peu désinvolte, mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique en fait. On avait une image d'elle très déglingue et finalement je l'ai trouvée à ce moment-là plutôt simple et naturelle. Il y avait vraiment pas de... j'avais pas de soucis avec elle, je devais pas la gérer. Enfin, elle était tout à fait lucide, elle était même assez drôle. Et ce que je voudrais retenir de cette interview, c'est le moment où
où elle s'arrêtait pour écouter les oiseaux chanter. Enfin, il y avait quelque chose de très enfantin. Et ce qui m'avait frappé, c'était sa volonté de rester un petit peu à côté du show business. Il n'y avait pas du tout d'envie de se positionner dans ses réponses, ce qui est généralement le cas avec pas de souci d'image. Avec les musiciens, aucun souci d'image. Et vraiment, quand je lui ai parlé de son 3e album, pour savoir si éventuellement elle avait déjà commencé à travailler sur des chansons, elle m'a dit qu'en fait, elle n'était pas du tout intéressée par ça pour le moment, mais elle m'a plutôt parlé d'être tranquille avec son mari, d'avoir un enfant. Enfin, je pense qu'elle aspirait à une espèce de tranquillité. Une vie de famille avec l'homme qu'elle aime. C'est le fantasme d'Amy Winehouse depuis l'enfance, depuis que son père a quitté sa mère. Valérie Zetoun, qui s'occupe de sa carrière en France, n'avait jamais rencontré une artiste aussi désintéressée par le succès. Il faut savoir quand même que c'est une artiste qui a déclaré mon rêve, c'est de faire 6 enfants à mon mari et de faire la cuisine pour eux et d'être mère au foyer. Pour n'importe quel autre artiste, cette ambition-là serait mortelle. Simplement, Amy Winehouse, c'est une artiste qui a pris l'amour de plein fouet et qui en est morte et qui n'était pas... Elle n'était pas à courir après le show business, elle s'en foutait. Amy Winehouse nage en plein paradoxe. Elle voudrait donner la vie au moment même où elle consume la sienne à grande vitesse. Alex Foden, son coiffeur, son confident, est témoin de ce désir irrépressible. Elle a toujours dit qu'elle voulait avoir un bébé. Ça aurait pu la stabiliser d'une certaine façon, mais ça effrayait tout le monde parce qu'elle ne se serait jamais vraiment éloignée de Blake. Si elle parvenait à avoir cet enfant dont elle parlait tout le temps, elle aurait été liée à lui pour la vie. Nous n'en avons pas vraiment parlé entre nous, mais je sais que chacun de ses amis lui a dit que ce n'était pas une bonne idée. Le problème, c'est que dès qu'on lui disait qu'elle avait une mauvaise idée, elle s'y accrochait encore plus. Je me rappelle un soir, elle m'a envoyé acheter un test de grossesse. Il s'est révélé négatif. Cette nuit, à Zurich, la presse a dit qu'elle sniffait une ligne de sur sa main. Mais en fait, non. Elle pleurait. Elle essuyait ses larmes. La presse racontait toujours des trucs comme ça, mais elle pleurait. Elle a pleuré pendant tout le concert de Zurich, la tête baissée. Elle a passé sa main dans les cheveux. Tout le monde savait que lorsqu'elle faisait ce geste, ça voulait dire « Stop, on arrête tout », quelle que soit la chanson qu'elle chantait. Ce concert devait durer 1h30, mais finalement, elle a quitté la scène au bout de 45 minutes. Ce soir-là, sur scène, Amy Winehouse est effondrée. Elle réalise soudain que la vie de toxicomane qu'elle partage avec Blake est sans avenir. Quelques semaines auparavant, une première overdose a tiré la sonnette d'alarme. Les médecins, abasourdis, ont découvert dans son sang les traces d'un cocktail mortel mêlant et alcool. Les déboires de la chanteuse font la une de la presse. Sa maison de disques interrompt la tournée. En un an à peine, la diva soul est devenue une diva trash aux failles apparentes. Une longue descente aux enfers commence pour la chanteuse sous l'œil impitoyable de la presse à scandale. Amy Winehouse devient la proie des paparazzis. En Angleterre, aucune loi ne protège la vie privée. La jeune femme va être traquée sans relâche. Poussée à bout, elle devient de plus en plus agressive. On se mettait là, comme ça, juste devant la porte, et on la suivait jusqu'à son véhicule.
Elle courait jusqu'à sa voiture et nous on la suivait. On la suivait partout. Comme avec Diana. Où qu'elle aille, on la suivait. Dennis Gill est l'un des nombreux photographes qui alimentent la presse à scandale. Il a traqué la chanteuse dans les moindres recoins de la ville. Habituellement, elle sortait par la porte de derrière, juste là derrière à droite. C'est là. C'est l'un des clubs qu'Amy fréquentait, un lieu bien connu des consommateurs de cocaïne. Elle ressemblait à un squelette à la fin. Enfin, non pas tout à fait à la fin, mais un peu avant. Elle avait un visage émacié, complètement décharné. C'était comme ses bras et ses jambes. Au fur et à mesure des semaines, l'état d'Amy Winehouse se détériore face à l'objectif des paparazzi. Sous l'emprise de la drogue, la jeune femme n'a plus aucune inhibition. Elle se livre en pâture à cette fascination morbide. Regardez, la voilà. Elle est complètement défaite, plus ivre que jamais. C'est terrible, non? Vous pouvez la voir sur cette photo, regardez ses yeux, c'est vraiment triste. Le type là, c'est un dealer du quartier de Soho. Elle le connaissait bien d'ailleurs. J'ai fait quelques photos exclusives, mais rien de bien extraordinaire. Celle que j'ai ratée, c'est quand elle sortait de l'hôtel Sanderson. Cette photo a fait le tour du monde. Amy et Blake sont surpris en pleine nuit, sortant d'un hôtel londonien. Sur leur visage, les amants terribles affichent les traces d'une violente dispute. Ces ballerines sont tachées de sang. Conclusion pour les tabloïds, Amy Winehouse s'est injectée de l'héroïne entre les orteils. L'Angleterre est horrifiée, mais le paparazzi, lui, n'a aucun remords. C'est probablement la photo qu'il fallait prendre. Elle valait plusieurs milliers d'euros, même bien plus que 120 000 euros. Un prix dément. Et ça, c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça vaudrait entre 50 et 60 000 euros de plus. Oui, je dirais qu'elle vaut 170 000 euros. Seulement pour le Royaume-Uni, parce qu'il y a aussi les ventes internationales, les droits d'exclusivité. Ils ont fait énormément d'argent avec cette photo. Quelle que soit la photo qu'on avait d'elle, ça se vendait. Elle a fait tellement de couvertures. Des couvertures, des reportages, des dossiers. Dès qu'elle faisait un pas de travers, elle se retrouvait en une. Elle a fait autant de une que Diana. Qu'est-ce qui se passe? Attends, tais-toi, je filme. Ce soir de novembre 2007, tapis dans l'obscurité, deux paparazzis espionnent Amy Winehouse. Ils ont suivi des policiers venus arrêter Blake Fielder civil. Menottes au poignet, le mauvais garçon est accusé de corruption dans une affaire d'agression. La jeune femme ne le sait pas encore, mais elle va perdre pour la seconde fois l'homme de sa vie. Quelques mois plus tard, Blake demandera le divorce. Malgré le chagrin d'Amy, Alex Foden, le coiffeur devenu l'intime du couple, se sent soulagé par le départ de Blake. Tout le monde a pensé qu'Amy se droguerait moins en l'absence de Blake. Mais au contraire, elle voulait tellement le protéger qu'elle a voulu démontrer qu'elle se droguerait avec ou sans lui. Elle s'est mise à consommer de plus en plus, en fait. Blake est condamné à 27 mois de prison. Amy Winehouse, désespérée, se retrouve seule face à ses addictions. Pour rompre son isolement, la jeune femme emménage chez Alex Foden. C'est à cette époque que son ami plonge lui aussi dans la drogue. Blake sur la touche, les tabloïds vont accuser Alex d'être le nouveau dealer d'Amy Winehouse. Le truc avec Amy, c'est que tout le monde cherchait toujours un coupable. Mais il n'y avait pas de responsable. Je veux dire, chacun fait ses propres choix. Et la vérité, c'est que le problème, c'était elle, pas les gens autour d'elle. On vivait comme dans un mélodrame.
tous les jours. On dormait pas beaucoup. On riait, on pleurait. On passait par toutes les émotions en l'espace d'une seule journée. Et si on manquait de drogue, Amy la fournissait. On ne réalisait pas qu'on se faisait du mal. On était vraiment heureux. On ne se rendait pas compte. On se droguait tout le temps. Ceux qui ne pouvaient pas le supporter, on leur disait d'aller voir ailleurs parce qu'on n'avait pas l'intention de changer. On a vécu comme ça pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Mais elle n'était pas prête. C'est un nouveau scandale médiatique qui va sonner la fin de la partie. Le 18 janvier 2008, 3 mois après son emménagement avec Alex Foden, Amy Winehouse apparaît sur une vidéo amateur, les cheveux décolorés en blond. Elle fume une pipe de crack devant sa photo de mariage. La scène est filmée par un ami des colocataires qui vend ses images à la presse à scandale. 1 an et demi après le succès de l'album Back to Black, la diva soul n'est plus qu'une simple junkie. Ça a été un grand choc pour nous, comme pour tout le monde d'ailleurs, parce que c'est un ami très proche qui a filmé. Cet après-midi-là, on était avec le manager et le père d'Amy. On rigolait, on se racontait des histoires. Et vers 23h30, nous avons été prévenus que cette vidéo circulait et qu'elle allait paraître dans la presse. C'est à ce moment-là qu'Amy a été envoyée en cure de désintox au cours de la semaine. Et moi aussi. Son manager a dit que la situation devenait incontrôlable et que si je voulais garder mon boulot, je devais faire une désintox. Pardon, laissez-nous passer s'il vous plaît. Je ne vois même pas les marches de l'escalier. Face à cette débâcle, le père de la chanteuse prend les choses en main. Mitch Winehouse conduit sa fille en cure de désintoxication. Poussez-vous, poussez-vous. Lui qui a transmis sa passion de la musique à Amy veut qu'elle s'en sorte, qu'elle redevienne la star qu'elle était. La diva doit rapidement être sur pied. Elle va bientôt donner un concert qui pourrait relancer sa carrière. Mitch est le seul à y croire. Amy va lui donner raison. Quinze jours plus tard, la chanteuse réapparaît transfigurée. À peine sevrée, elle vient défendre sa carrière devant des millions de téléspectateurs. En duplex depuis Londres, Amy Winehouse concourt pour les Grammy Awards, les Oscars de la musique organisés à Los Angeles. Contre toute attente, elle va se surpasser. En coulisses, son père retient son souffle. Il ose à peine y croire. Amy Winehouse, plus rock que jamais, réalise une incroyable performance. Le public, ébahi, ovationne le retour de la diva. De l'autre côté de l'Atlantique, où elle n'a pas pu se rendre à cause de ses affaires de drogue, l'Académie des Grammy Awards la couronne. Et le Grammy est décerné à Amy Winehouse. La chanteuse est sonnée. Elle, que tout le monde avait condamnée, rafle 5 prix. Jamais une artiste anglaise n'avait connu un tel succès aux États-Unis. Avec cette consécration, Amy Winehouse devient une icône planétaire. Fou de joie, son père se rue pour partager ce bonheur fugace. Toujours restée dans l'ombre, sa mère monte à son tour sur scène. Amy Winehouse enlace la femme que son père a quittée. La chanteuse est à nouveau entourée par sa famille, comme à chacun de ses succès. Alex Foden était encore en cure de désintoxication lors de cette cérémonie.
Lorsqu'il revoit son amie quelques semaines plus tard, l'euphorie de la victoire a laissé place à l'inquiétude. La jeune artiste est prise de vertige. Elle était complètement sous le choc. À partir de ce jour-là, son succès était gravé dans le marbre. Je pense que c'est à cause de ça qu'elle n'a plus jamais refait d'album. Elle avait si peur de ne pas être à la hauteur de Back to Black. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais retrouver ce niveau. Et puis elle a été tellement stigmatisée qu'elle pensait que plus personne ne lui accorderait la même légitimité. Elle était devenue trop grande, trop vite. En montant sur scène ce soir-là, Mitch Winehouse est loin d'imaginer que sa fille vient de donner son dernier grand concert en public. Sa famille comme ses amis et sa maison de disques resteront impuissants face à ses démons. Écrasée par le poids d'un destin hors du commun, Amy Winehouse entame une longue bataille dont elle ne se relèvera jamais. La jeune chanteuse de 24 ans est au sommet de sa gloire, mais malgré l'amour de ses fans et l'estime de ses pairs, elle est en train de sombrer. Amy boit et se drogue désespérément. Alors, pendant 3 ans, elle va tenter de se soigner dans les cliniques spécialisées de ce quartier de Londres. Et pour la première fois, Amy semble vouloir se libérer de ses addictions. À Harley Street se côtoient toutes les stars du show business en surchauffe. Amy Winehouse enchaîne les cures de désintoxication, sans succès. À la fin de l'année 2008, la jeune femme s'enfonce dans les ténèbres. Comme toujours, le parfum du désespoir attire la presse à scandale. Les images qu'elle diffuse sont insoutenables. Amy Winehouse est méconnaissable. Son corps, épuisé, est complètement décharné. La jeune femme se sent seule. Son homme lui manque. Son entourage redoute sa mort. L'Angleterre réalise soudain la tragédie qui se joue. En une, un tabloïd interroge « Y a-t-il quelqu'un pour sauver Amy ?» Juliette Ashby, l'amie d'enfance, la complice de toujours, lance à son tour une bouteille à la mer. Cette chanson s'appelle Espoir. Je l'ai écrite pour ma meilleure amie, Amy Winehouse. Dans sa chanson, Juliette s'adresse à son amie perdue dans la nuit. Elle voudrait la convaincre de retrouver le chemin de leur enfance. Hoping that you can understand that you are not the same. Hoping that you can try to shine a light for you today. Hoping that you can try to find the thing that caused you pain. Hoping that you can listen to what I need to say. I'm trying to look back to where it went wrong years ago. When I look back, it's plain to see that there were other people pushing you down this road. And I can't lie, how I still cry when I think how you lost control. If I'm your best friend and that's the case, then you would take my advice and come back home with me. Après 3 ans de cure et de rechute, Amy Winehouse gagne enfin la bataille contre la drogue. Elle va même une toute dernière fois surprendre son public. En mars 2011, une légende du jazz lui tend la main. Tony Bennett, l'idole de son papa, l'homme qui avait annoncé sa victoire aux Grammy Awards, l'invite à enregistrer avec lui. Neil McCormick, le critique rock, qui suit la chanteuse depuis ses débuts,
reprend espoir. J'ai tout vu, tout entendu sur son compte. J'ai entendu l'un des plus grands producteurs dire qu'elle était finie, qu'elle ne travaillerait plus. Sa maison de disques disait qu'elle n'enregistrerait plus. Puis soudain, j'ai entendu dire qu'elle allait mieux. J'ai été invité au studio d'Abbey Road. Je devais faire une interview de Tony Bennett pour le Telegraph Magazine. Amy est arrivée un peu en retard, avec beaucoup de monde autour d'elle. Ce n'était pas très rassurant, et elle avait l'air d'aller bien. Elle avait repris du poids, dans le meilleur sens du terme, évidemment. Elle avait l'air en bonne santé. Elle semblait très vivante à nouveau. C'était vraiment fantastique. Je ne peux pas vous dire à quel point je me suis senti soulagé, heureux et privilégié d'être là. Elle a chanté du mieux qu'elle pouvait. My heart is sad and lonely. The first time I met Tone was, can I call him Tone? Thanks. First time I met Tone, should you ask him first, really, before you start? Okay. First time I met Tone, I would say, was I took my dad, my stepmother, and my boyfriend to see him at Royal Albert Hall. When my dad saw that me and Tone would be singing Body and Soul, my dad personally himself, he was like, oh, it's only my favourite song in the world you're gonna sing, oh my God. He goes, do you even know it? And I was like, of course I know it, Mitchell. I'm your daughter. Of course I know it. And it was really exciting that he chose that song because I do love it. It's such a beautifully written song and it's a song that you can do a lot with. Sur ce standard des années 30, Amy Winehouse renoue avec les classiques de son enfance lorsqu'elle chantait sur les genoux de son père. Elle s'impose une dernière fois comme l'une des grandes voix du jazz. All for you, body and soul. I spend my days ever hungry and wondering why it's me you're wronging. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. Valérie Zetoun, qui a organisé son concert à Paris, découvre une Amy Winehouse enfin apaisée. De nouveau, elle a envie de vivre. Il y avait un vrai désir de sa part de reprendre sa vie en main. Ce qui n'était pas le cas avant, jamais. Il y avait des hauts, des bas physiques, mais il n'y avait pas encore le désir. Et là, il y avait un vrai désir de dire « Allez, je m'y remets, je vais faire mon album, je vais refaire une tournée, j'ai déconné. » Il y a des moments où mon état a fait que j'ai pas été toujours respectueuse du public. Il y a eu un déclenchement dans la tête. Et ce déclenchement-là, on l'a beaucoup attendu. Parce que pour se sortir de ces problèmes-là, il faut que la tête le décide. Malheureusement, le corps, il n'a pas tenu. Bon, mais la tête était revenue. C'était un espoir phénoménal. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear. 4 mois après cet ultime enregistrement, Amy Winehouse succombe à une dernière surdose d'alcool. Le petit prodige du nord de Londres est devenu en 10 ans à peine une icône planétaire, une étoile filante qui, à 27 ans, entre dans la légende.